Ces dernières années, le marché des véhicules électriques est en croissance exponentielle. D'après l'Agence internationale de l'énergie, on peut voir sur cette courbe que d'ici 2030, il est estimé que le parc automobile mondial comportera 145 millions de véhicules électriques. Cette transition vers des moyens de transport décarbonés est justifiée par une prise de conscience globale et une volonté de diminuer les rejets de dioxyde de carbone. Cette autre graphique de l'Agence internationale de l'énergie montre bien l'ampleur de ce phénomène. En effet, les ressources nécessaires à la fabrication des véhicules électriques et notamment de leurs batteries sont des ressources non renouvelables et par définition limitées. Un des constituants majeurs des batteries des véhicules électriques est le lithium, avec un stock estimé à 270 millions de tonnes. Augmenter la durée de vie des batteries pour préserver ces ressources naturelles est un enjeu de taille pour l'innovation technologique actuelle. Il existe aujourd'hui différentes technologies de batteries lithium-ion, comme les cellules cylindriques, prismatiques et pouch. Nous avons décidé de travailler sur les cellules cylindriques. Cette architecture de batterie est utilisée par Tesla qui commercialise la Model 3, qui est la voiture la plus vendue au dernier trimestre de 2021. Cependant, ces batteries présentent des défauts qui font aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches. La zone optimale de fonctionnement de la batterie se situe entre 10 et 45 degrés. En dessous de 10 degrés, il y a formation de lithium métallique, et au-dessus de 60, il y a décomposition du revêtement de l'anode. Au-dessus de 60 degrés, l'anode surchauffe. Sous l'effet de la température, le revêtement de l'anode grossit et se brise. L'électrolyte se décompose alors en gaz inflammable, le séparateur fond, il n'isole plus la cathode et l'anode, et cela génère aussi un court-circuit. Finalement, la cathode se décompose et relâche de l'oxygène. Aujourd'hui, des systèmes de préchauffe électrique existent pour diminuer ces phénomènes, mais ceux-ci utilisent la charge de la batterie, réduisant alors l'autonomie du véhicule. De plus, ces systèmes de préchauffage peuvent être longs et réduire les capacités du moteur tant que la batterie ne fonctionne pas dans sa gamme de température optimale. Nous sommes un groupe de 4 étudiants en école d'ingénieur à l'ENSCBP de Bordeaux. Dans le cadre de notre formation, nous nous spécialisons dans les matériaux et procédés pour l'industrie du futur et nous avons pour but de mener à bien un projet innovant. Dans le but de pallier les inconvénients d'une préchauffe électrique, nous nous sommes intéressés à la possibilité de faire une préchauffe chimique en utilisant des matériaux à changement de phase. Ce système permettrait d'améliorer l'autonomie du véhicule, mais également la durée de vie de la batterie en utilisant un préchauffage de nature chimique. De manière générale, les matériaux à changement de phase que nous appellerons MCP dans le reste de la vidéo sont des matériaux permettant un stockage et une restitution d'énergie. Ceci est permis grâce à leur capacité à changer d'état physique dans une plage de température propre à chaque MCP. Une des illustrations les plus connues de ces matériaux sont les chaufferettes pour les mains. Le liquide contenu dans la chaufferette subit un stimuli qui entraîne sa cristallisation exothermique et un dégagement de chaleur se produit. En chauffant, on peut ensuite faire refondre le matériau et recommencer l'opération. Pour étudier la pertinence de préchauffer les batteries par temps froid, nous avons étudié des données météorologiques. Nous avons pris 4 villes en France, Bordeaux, Paris, Annecy et Ajaccio, puis nous avons calculé le pourcentage d'heures en dessous de 10 degrés, entre 6h et 9h. Nous pouvons voir que pour Annecy, la température descend en dessous de 10 degrés Celsius entre 6h et 9h, 60% du temps sur une année. Ce chiffre descend à 55% pour Paris, 47% pour Bordeaux et 39% pour Ajaccio. Ainsi, nous pouvons voir que notre système ne présenterait pas le même intérêt selon la zone géographique. De plus, cette étude est limitée à la France alors qu'il fait bien plus froid dans des pays comme les pays nordiques, qui sont des pionniers dans la conversion du parc automobile vers l'électrique. Nous avons ensuite questionné des propriétaires de véhicules électriques pour récolter de nouvelles données dans le but d'évaluer la pertinence du système. Nous avons alors réalisé un sondage portant sur l'autonomie et les conditions d'utilisation des nombreux modèles électriques d'ores et déjà présents sur le marché. Les 21 personnes nous y ont répondu possédaient des véhicules comme la Tesla Model 3, la Renault Zoé, la Nissan Leaf, l'Audi Q4 et la Skoda Enyaq. La majorité d'entre eux vivent dans une région où il fait régulièrement moins de 5 degrés. C'est le cas pour 71% des gens questionnés. 57% des propriétaires considèrent l'autonomie de leur véhicule comme suffisante sans avoir à s'en soucier pour des déplacements au quotidien. Il y a quand même 38% des propriétaires qui prévoient leur trajet en fonction de leur batterie. Dans tous les cas, une solution comme la nôtre permettrait d'augmenter la durée de vie de la batterie. Les retours indiquent un impact clair de la saison sur l'autonomie de la voiture, une perte allant jusqu'à 32% d'autonomie en hiver. Cette chute est notamment due à une utilisation non recommandée de la batterie dans des plages de température non optimales, ce qui prouve l'intérêt d'un projet comme le nôtre. Afin de réaliser des expériences montrant la faisabilité technique de ce projet, nous avons tout d'abord dû nous fixer un cahier des charges précis. Le premier point a été de chercher un matériau à changement de phase présentant une large plage de surfusion. Le matériau se trouverait idéalement dans un état surfondu entre la température ambiante et -10 ou -15 degrés.
Ce point est indispensable pour avoir un matériau stable et nous permettre de choisir le moment de cristallisation. Dans un second temps, il est nécessaire que la cristallisation du matériau soit facile à démarrer pour éviter de devoir utiliser un dispositif trop complexe. Il faut également que le matériau ait un faible coefficient de dilatation thermique pour éviter qu'il ne gonfle au moment de son utilisation. Il est aussi nécessaire que le matériau ne possède pas une densité trop élevée pour ne pas alourdir le véhicule de manière trop conséquente, et il faut enfin que le matériau soit réutilisable sur environ 2000 cycles sans subir aucune dégradation de ses propriétés. Nous avons réalisé des tests sur différents matériaux à changement de phase, l'objectif étant de trouver le matériau respectant au mieux ce cahier des charges. Les différents matériaux que nous avions à notre disposition étaient de l'heptadécanol, de l'octadécanol, du tétradécanol, de l'acide palmitique, de l'acide laurique et le composant d'une chaufferette. Après avoir contacté les fabricants d'une chaufferette pour main, nous avons eu la confirmation que le matériau se trouvant à l'intérieur est un mélange d'eau et d'acétate de sodium. Pour confirmer ces informations, nous avons essayé de faire une chaufferette maison avec de l'acétate de sodium trihydraté et de l'eau. Après redescente en température et en ajoutant une pastille issue d'une chaufferette commerciale, nous avons réussi à obtenir une cristallisation similaire atteignant la température de 45 degrés Celsius. Dans le but de mesurer quel matériau a la plage de surfusion la plus adaptée, nous avons fait l'expérience suivante. Nous avons fait fondre les différents matériaux au bain-marie à 100 degrés, puis nous avons sorti les échantillons à température ambiante. Nous avons mesuré avec un thermocouple l'évolution de la température en fonction du temps. Pour chaque matériau, nous avons relevé la température à laquelle nous observons la formation des premiers cristaux. La plage de surfusion du matériau va être entre la température de fusion et la température à laquelle les cristaux arrivent d'eux-mêmes. Voici la courbe de l'heptadécanol. Nous observons que le matériau passe de 70 degrés à 46 degrés en 8 minutes. Les premiers cristaux apparaissent à 49 degrés. La température de fusion de l'heptadécanol étant aux alentours de 54 degrés, nous pouvons dire que la plage de surfusion de l'heptadécanol est entre 49 et 54 degrés Celsius, soit de 5 degrés. Pour l'octadécanol, la température passe de 72 degrés à 49 degrés en 8 minutes. Dans ce cas, les premiers cristaux apparaissent à 57 degrés Celsius. La température de fusion est aux alentours de 56,5 degrés Celsius. Ainsi, les deux températures sont très proches et nous pouvons conclure que la plage de surfusion est très faible. On observe la même chose pour le tétradécanol, l'acide palmitique et enfin l'acide laurique. Le matériau contenu dans une chaufferette, à savoir de l'acétate de sodium trihydraté, possède une plus large plage de surfusion car la température d'apparition des premiers cristaux est à 46 degrés Celsius et sa température de fusion est de 54 degrés Celsius. Finalement, en termes de plage de surfusion, le matériau de chaufferette et l'heptadécanol possèdent une plage de surfusion satisfaisante. Pour des raisons de praticité, nous avons continué à travailler avec le matériau de la chaufferette. L'acétate de sodium trihydraté contenu dans les chaufferettes a donc été retenu pour la suite de nos tests car il possède une large plage de surfusion, mais il a tout de même fallu vérifier s'il respectait les autres points du cahier des charges. Tout d'abord, sa cristallisation est très facile à déclencher puisqu'il suffit de presser une pastille métallique ou d'ajouter un grain du matériau cristallisé pour l'activer. Nous avons ensuite mesuré sa densité et avons trouvé une masse volumique de 1,24 g par cm3. En mesurant l'expansion volumique du matériau lors de son changement de phase, nous avons pu observer que son volume diminuait d'environ 7% lors de sa cristallisation. Nous n'avons pas pu ensuite mesurer le nombre maximum de cycles qu'il peut subir avant de connaître des dégradations. Cependant, certains fournisseurs de chaufferettes garantissent leurs produits au moins 1 an, ce qui laisse présager que le matériau peut supporter un grand nombre de cycles. Enfin, la température atteinte par le matériau au moment de la cristallisation est de 45 degrés Celsius, ce qui est exactement la limite supérieure de la température optimale d'utilisation des batteries lithium-ion. Nous sommes donc sûrs qu'avec ce matériau en quantité suffisante, les batteries atteignent une température comprise entre 10 degrés et 45 degrés Celsius, plage de température optimale. Afin de nous assurer du bon transfert thermique du matériau vers la pile, nous avons décidé de réaliser des essais en suivant un protocole simple. Nous avons donc collé 2 chaufferettes sur une pile initialement à moins 15 degrés Celsius, puis nous avons mesuré l'évolution de la température à la surface de la pile après avoir déclenché la cristallisation du MCP. Dans le graphe à droite, nous remarquons qu'à T égale 0, la température de la pile est à 13 degrés Celsius. Cela peut s'expliquer par la grande conductivité thermique de la surface de la pile qui se réchauffe assez vite au contact de l'air ambiant. Cependant, ce n'est que la surface qui se réchauffe aussi vite et non pas le cœur. Afin d'avoir une mesure plus visuelle et continue, nous avons répété les mêmes expériences avec une caméra infrarouge.
Tout d'abord avec une chaufferette seule qui cristallise, puis avec un montage expérimental constitué de 2 chaufferettes entourant une pile. On peut apercevoir plus clairement le transfert thermique entre les chaufferettes et la batterie. Les résultats de ces essais nous ont montré que la surface de la pile se réchauffait assez rapidement au contact du MCP comme nous l'attendions. En effet, la surface de la pile atteint la température de 35 degrés Celsius en environ 3 minutes grâce aux chaufferettes. Ceci nous montre qu'il est possible de réchauffer un pack de batterie rapidement si une surface de contact assez grande est disponible. Cependant, le point faible de ces essais est que nous n'avons pas pu mesurer la température au cœur des batteries. Pour remédier à ce problème, nous avons alors envisagé de modéliser notre expérience grâce à un logiciel de simulation numérique. Ce type d'essai possède l'avantage de nous fournir de nombreuses informations ainsi que de faire varier les paramètres d'entrée plus facilement. Nous avons alors commencé par réaliser une simulation numérique des essais que nous avions déjà effectués en laboratoire pour pouvoir comparer les résultats et valider ou non le modèle numérique. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel de simulation en ligne SimScale. Cette simulation montre que l'intérieur de la pile atteint 10 degrés au bout d'1 minute 30. L'intérieur de la pile atteint 30 degrés au bout de 3 minutes. Nous pouvons maintenant, avec des calculs relativement simples, estimer la quantité de MCP nécessaire pour réchauffer les batteries. Prenons l'exemple de la Tesla Model 3 qui, nous le rappelons, est le modèle le plus vendu en Europe l'an passé. La capacité de sa batterie est de 55 kWh. Aujourd'hui, la densité énergétique des batteries Tesla est de 260 Wh par kg. Dans un futur proche, l'objectif de Tesla est d'atteindre 400 Wh par kg. Nous pouvons alors estimer le poids des batteries entre 140 et 210 kg. Nous avons vu au préalable dans la simulation que la capacité calorifique des batteries lithium-ion est de 1 kJ par kg par Kelvin. Nous pouvons alors calculer la chaleur nécessaire pour réchauffer la batterie de moins 15 degrés à 15 degrés Celsius, ce qui correspond au début de la plage optimale. On utilise alors la formule Q égale mCp delta T pour obtenir le résultat de 6300 kJ. Nous pouvons alors remonter à la masse de MCP nécessaire pour fournir cette chaleur grâce à la formule masse égale chaleur sur chaleur latente. Nous obtenons alors une masse de 22,5 kg. Nous avons également mesuré la densité du MCP commercial qui est de 1,24 g par cm3, ce qui nous donne au final un volume de MCP de 18,2 litres. Grâce aux résultats prometteurs de nos tests précédents, nous avons décidé d'essayer de fabriquer un premier prototype de ce à quoi pourrait ressembler un module de batterie entouré du MCP. Pour cela, nous avons imprimé un support en PLA grâce à la méthode d'impression par fil fondu dans le but de reproduire l'assemblage d'un module de batterie. L'idée était d'entourer des piles lithium-ion par le MCP, puis de déclencher sa cristallisation pour mesurer leur réchauffement grâce à des thermocouples. Malheureusement, les tests avec ce prototype nous ont montré que le matériau n'était pas stable au contact du support imprimé puisqu'il cristallisait instantanément. Cela est dû au fait que la surface du support est rugueuse, ce qui crée des points de nucléation et la cristallisation du matériau. D'autres pistes existent cependant pour améliorer ce travail et obtenir un prototype plus concret. Pour remédier au problème de nucléation du MCP, il pourrait être intéressant d'imprimer le prototype différemment afin d'obtenir une matière plus lisse ou alors d'appliquer un traitement de surface. De plus, une étude de mélange de MCP pourrait être effectuée pour essayer d'obtenir des matériaux se rapprochant au plus du cahier des charges décrit. En conclusion, ce travail nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des matériaux à changement de phase, mais aussi de proposer une solution concrète pour améliorer la durée de vie et l'autonomie des batteries des véhicules électriques. Nous avons pu observer que l'acétate de sodium semble être un bon candidat pour effectuer une préchauffe chimique des batteries. Mais des études complémentaires permettraient de déterminer si ce matériau peut faire l'objet d'un prototype à taille réelle. En effet, il serait intéressant de déterminer plus précisément le mode du conditionnement du MCP et son intégration au sein de l'architecture du pack de batterie. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que ce sujet vous aura intéressé. Merci. Merci.
parti. Alors ça pour le making of, c'est pas mal aussi.